Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Donc je vous ai demandé en interview pour parler un petit peu de liberté d'expression. Donc vous êtes ancien patron de Reporters sans frontières. Vous animez aujourd'hui une émission sur Sud Radio le matin et sur e-télévision en fin d'après-midi. Pour commencer, j'aurais aimé savoir quelle est votre définition de la liberté d'expression. Écoutez, c'est difficile de la définir en positif, c'est-à-dire en disant ce que c'est. Je sais plutôt ce que ne sont pas, ce que sont les atteintes à la liberté d'expression. Vous voyez, le faire en négatif, c'est-à-dire, je peux vous dire facilement ce que sont les limites à la liberté d'expression en France, les barrières juridiques, les barrières idéologiques, les barrières dues à l'histoire de la presse, à son fonctionnement, à sa sociologie. Donc j'aurais plus de facilité à vous dire où sont les limites de la liberté d'expression, ce que sont les manquements à la liberté d'expression, ce que sont les atteintes à la liberté d'expression, que de définir, parce que ça me semble un peu vain, la liberté d'expression de façon en positif, disons. D'accord. Et on imagine que la liberté d'expression, évidemment, ne va pas sans liberté de la presse. Donc j'aurais aimé avoir votre opinion sur l'état actuel de la presse française. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf, vaste sujet. D'abord, la presse française, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait prendre type de média par type de média. La radio se porte pas si mal que ça, la presse écrite traditionnelle, formale. À l'intérieur même des médias, il faut faire la différence entre les chaînes de la TNT et les chaînes en hertzienne, les chaînes payantes et les chaînes qui sont pas payantes. Donc, répondre à cette question-là, je crois que j'aurais du mal à le faire. Ce que je dirais, où j'aurais moins de mal, c'est, si c'est en termes de liberté d'expression, je dirais qu'on est paradoxalement dans un pays où, comment dire, légalement, il y a peu de problèmes, même s'il y a encore des problèmes de secret des sources et tout ça. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de limites à la liberté d'expression qui viennent des pratiques des journalistes eux-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui pèse sur la liberté d'expression, c'est plus le manque d'audace, de culot, de curiosité de la presse que les pressions du grand patronat, pour dire les choses, même si elles existent, même s'il y a des annonceurs qui pèsent sur tel ou tel média, mais c'est à la marge. Moi, ce qui m'étonne dans la presse, c'est plus son manque de vérification, son manque de qualité, son à peu près, ses présupposés, ses carcans idéologiques. C'est ça qui me semble devoir être dénoncé, plus que même l'attitude de M. Sarkozy, que M. Sarkozy veuille peser sur les médias, mais tous ses prédécesseurs, et si c'est pas lui, celui qui lui succédera, je crains qu'il soit à peu près de la même façon. Les pressions, c'est la vie. L'intérêt, c'est de savoir si les journalistes ont le courage, les moyens, l'indépendance d'esprit pour résister à ces pressions-là. Et à cette question, je répondrai plutôt facilement non. Donc pour vous, en fait, moi, il me semble qu'il y a quand même un manque d'information dans les médias, on va dire les grands médias, notamment la télévision, évidemment. Et moi, je me pose toujours la question, est-ce que les journalistes manque de courage, donc c'est ce que vous avez dit, ou bien est-ce qu'ils sont ignorants simplement des sujets pour tout un tas de raisons, c'est-à-dire par exemple parce peut-être qu'ils regardent trop les dépêches d'Agence France Presse plutôt que d'aller chercher eux-mêmes l'information. Vous pensez que c'est essentiellement un manque de courage Non, il y a aussi, alors je dirais pas ce que vous dites, je crois pas que l'AFP est souvent une très très bonne source fiable et tout, c'est aussi tout simplement le manque de moyens là. Parce que vérifier l'information, ça coûte beaucoup d'argent. Savoir ce qui se passe exactement en ce moment en Libye, je vous garantis que ça demande des journalistes qui soient présents sur place, qui y restent, qui parlent arabe, qui aient une vraie connaissance de l'histoire de la Libye. Et ça, la presse française n'en dispose pas de ces moyens-là. Et ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, elle n'est pas vérifiée, elle est googlisée, si j'ose dire. Ça veut dire que vous avez l'impression que quand vous êtes allé sur Internet et que vous avez regardé quelque chose, vous avez fait le maximum de votre recherche d'information. Mais même ça, c'est un peu injuste de dire ça parce que il y a dans la presse, parce qu'encore une fois, la presse, les journalistes, ça n'existe pas. Il y a des journalistes qui tentent de faire leur boulot en faisant un vrai travail d'investigation et tout. Ensuite, je dirais, vous savez, pour le savoir, dès que vous connaissez bien un sujet
et que les journalistes s'intéressent à ce sujet-là, vous trouvez qu'ils sont pas complets et tout, vous avez raison. Mais le travail journalistique, il est aussi forcément réducteur. Les journalistes, ils travaillent sur un sujet, mais ils vont passer à autre chose le lendemain, et souvent, on s'y retrouve pas, et moi je le sais pour des sujets qui m'intéressent ou qui sont au centre de mes pôles d'intérêt. Et donc tout ça ajouté, ça donne le sentiment, oui, qu'on n'est pas bien informé. D'accord. Mais alors justement, vous avez parlé de la Libye. Nous, sur notre antenne là, du Libre Politique, on a accueilli Julien Teil et Madidarius Nazemroaya, donc qui sont deux correspondants du réseau Voltaire. Réseau Voltaire qui est assez mal vu maintenant, voire très mal vu à cause de la figure de Thierry Messant. Et ils nous ont parlé de la Libye, puisque eux, ils étaient quand même sur place. Donc, je comprends qu'on puisse pas forcément recouper les informations, mais pourquoi les médias, par exemple, ne donneraient jamais la parole, il me semble, à ce genre de personnes pour dire ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer toute la stratégie américaine qui est derrière cette guerre, le conflit de civilisation qui est en fond, le massacre des Noirs qui sont perpétrés par les démocrates rebelles. Enfin, je suppose que vous êtes au courant un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez du traitement du cas libyen dans la presse? Vous pensez que les journalistes font totalement leur travail là-dessus? Non, attendez, si vous voulez me dire, est-ce que les journalistes ont la curiosité de recevoir sur leurs antennes des gens qui pensent à ce point hors, disons, du mainstream, de ce qu'il est convenu de dire sur la Libye, vous avez raison. Mais moi, je me bats tous les jours pour ça. J'ai reçu sur la Libye Bernard Lugan. Vous savez, Bernard Lugan, qui est un historien, qui est ce qu'il est, qui a des points de vue très particuliers sur l'Afrique et sur la Libye. Écoutez, c'est vrai que ça fait toujours grincer les dents autour de moi. Et ça ne veut pas dire que je partage les points de vue de Bernard Lugan, vous avez entendu. Simplement, j'ai la curiosité de recevoir des gens qui pensent différemment. Le 11 septembre, j'ai reçu Thierry Messant. Thierry Messant, dont je pense qu'il dit d'énormes bêtises. Faut pas dire plus sur ce qui s'est passé le 11 septembre, mais il me semblait que je pouvais difficilement parler du 11 septembre sans recevoir Thierry Messant. Ça faisait presque 10 ans que pas un média ne l'avait reçu, un média, je dis classique, le type de média dans lequel je travaille, ne l'avait reçu. C'est pas, une fois de plus, parce que je partage les points de vue de ces gens-là, simplement parce que je pense que c'est intéressant de l'entendre. Aujourd'hui, il y avait la journée internationale, vous savez, de lutte contre les violences faites aux femmes. Je recevais évidemment des organisations féministes, mais je recevais aussi des gens qui pensent absolument à l'opposé de ces organisations et qui défendent des positions machistes. J'aime le débat, et ce que je reproche à la presse, c'est d'être, d'aimer le débat dans un petit cercle de gens qui pensent à peu près tous la même chose. L'intérêt, c'est d'aller chercher des gens qui pensent en dehors des sentiers battus, pas pour dire qu'ils ont raison, parce que il arrive aussi que ce que pense la majorité des gens soit la vérité. C'est pas systématiquement les minoritaires qui ont raison. Mais non, mais juste pour rester sur la Libye, par exemple, juste sur l'information à propos de tous ces Noirs qui se font massacrer à l'heure actuelle, là c'est quand même une information qui est relativement recoupée. En tout cas, oui, moi j'en ai fait état, j'ai fait état des rapports d'Human Rights Watch, d'Amnesty International, de Bernard Lugan, mais c'est vrai que je me sens esselé sur ce terrain-là. Par rapport à l'importance de cette information, parce que c'est quand même, je veux dire, si ceux qu'on dit être des démocrates qui ont remplacé un horrible dictateur sont en train de massacrer des gens pour des raisons raciales, c'est quand même une information très importante. Est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment traitée? Non, la réponse est non. De la même façon que les heurts qu'il y a eu ces dernières 24 heures entre telle et telle faction du CNT, entre les islamistes et ceux qui ne sont pas et tout, ça devrait interroger ceux qui ont applaudi à l'intervention en Libye et qui voient aujourd'hui pas une nation libyenne se construire, mais des luttes de clans, des luttes tribales, des luttes géographiques. On est dans ce contexte-là. Que si vous voulez me faire dire, et vous avez raison de me poser la question, est-ce qu'on a bien rendu compte de ça tout le long de l'intervention en Libye? Non, absolument pas, parce que les journalistes ils pensent pas à ce niveau-là. Ils pensent que comme il est convenu de penser, Moi j'ai combattu pendant des années Kadhafi, dont je pense que c'est une infâme petite crapule.
paix à son âme maintenant. C'est pas pour ça que j'ai la naïveté de penser que le CNT est je sais pas, un collège de grands démocrates. Je suis pas con à ce point quand même. Et juste, c'est pas bon. Après, je change de sujet évidemment, mais juste pour faire le lien avec ce que je vous demandais au début, est-ce que les journalistes savent qu'il se passe ça ou est-ce qu'ils l'ignorent? D'abord, je pense qu'ils l'ignorent en partie, et puis qu'ils sont pas curieux, qu'ils répètent ce que les uns et les autres disent. Vous savez, la première source d'information des journalistes, c'est les journalistes eux-mêmes. Je veux dire, vous informez en lisant les autres qui vous écoutent, et ça fait une espèce de cercle vicieux où tout le monde finit par dire la même chose. Et en plus, comme il y a une ignorance crasse, qui dans les journalistes qui ont parlé, enfin moi j'en connais, qui ont parlé de la Libye, avaient foutu les pieds en Libye avant ce qui vient de se passer, quasiment aucun. Voilà, c'est aussi ça la réalité. D'accord. Bah, pour changer un petit peu de sujet, il y a un petit quelque chose qui m'a un petit peu choqué. J'avais envie d'avoir votre réaction là-dessus. Alors, sachant que je ne suis pas mariniste moi-même, mais ça m'intéresse. Bon, on a eu il y a quelques mois Laurent Ruquier dans son émission N'est pas couché qui avait dit que pour l'instant il recevait pas Marine Le Pen, mais bon, il se posait la question. Et bon, alors ça déjà c'est une chose où il y aurait des choses à dire, mais récemment il a reçu Laurence Parisot qui a écrit un livre contre Marine Le Pen. Mmh. Et on a donc eu droit à une partie d'émission donc, qui était consacrée à démonter Marine Le Pen, dans une émission même où il refuse de la recevoir. Et d'ailleurs, Laurence Parisot elle-même, en grande démocrate, disait que si on lui proposait un débat contre elle refuserait d'avoir ce débat parce qu'elle est populiste, etc. Donc, est-ce que c'est pas choquant? C'est-à-dire que, à la limite, ne pas recevoir Marine Le Pen, bon, déjà, ça peut se discuter, mais pourquoi pas? Mais en plus, faire venir quelqu'un pour la démonter sans la recevoir, est-ce que c'est pas quand même le contraire total du débat démocratique? Écoutez, j'ai écrit un livre avec mon épouse qui s'appelle Vive Le Pen, où on parle exactement de ça et de Drucker. C'est pour vous dire à quel point ça me choque. Je vous rappelle juste que Drucker, il fait tout ça avec l'argent public. Ça s'appelle l'argent public, le service public. Et parmi l'argent public, il y a des contribuables qui votent pour le Front National. Ça veut dire qu'il y a 20% de gens qui financent les émissions de monsieur Drucker ou de monsieur, comment il s'appelle, de Ruquier, et qui se voient traités comme s'ils étaient des pestiférés. C'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. J'en suis outré. Mais je suis de la même façon que j'étais outré quand, avant, il y avait un certain nombre de gens qui disaient, parce qu'aujourd'hui elle est quand même plus facilement reçue, Marine Le Pen, que son père, que non, on ne recevait pas Jean-Marie Le Pen. Et une fois de plus, je ne vote pas Front National, le problème se pose pas là. Il est simplement que quand on écrit un livre qui s'appelle Vive Le Pen, on dit exactement ça. C'était un titre provocateur, pas pour dire vive le Front National, mais pour dire cette phrase vive Le Pen, vous pouvez pas la dire dans un certain nombre de médias, alors que si j'avais écrit avec Emmanuel un livre qui se serait appelé Vive je sais pas qui, Philippe Poutou ou Vive Jean-Luc Mélenchon, personne n'aurait même relevé quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a un traitement particulier, et notamment sur le service public concernant le Front National, et c'est profondément choquant. D'accord. Ok. Et je me doutais que vous aviez évidemment cette opinion-là. Et bon, moi, c'est vrai Qui que me pose plein de problèmes. Je vous rappelle que pour avoir dit sur RTL, où je travaillais l'an dernier, que j'étais d'accord avec un certain nombre de propositions du Front National, comme je suis d'accord avec un certain nombre de propositions de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, je me suis fait virer de RTL en disant que j'avais des prises de position, je cite le PDG de RTL, j'avais des prises de position qui posaient problème. D'accord. Donc c'est très clair. D'ailleurs, il y a le patron de comment s'appelle-t-il, François là, qui a déclaré dernièrement qu'il comptait voter pour Marine Le Pen, et on a vu à nouveau que ça Oui, enfin, alors qu'il aurait dit je vote communiste, les gens en auraient été étonnés, mais il serait monté dans l'estime de tout un tas de gens. Enfin, mais c'est le monde médiatique, comme ça, le monde politico-médiatique, les élites politico-médiatiques, c'est pas pareil. Mmh. C'est vrai que c'est assez difficile en fait dans les médias d'avoir un autre discours déjà de passé. Alors là, moi je parle de ça parce que j'y pense parce que tout à l'heure j'ai regardé François Asselineau que vous avez reçu donc Oui. Qui est passé sur France 24 et c'était assez amusant puisque la journaliste, alors c'était en débat évidemment, et la journaliste l'interrompait beaucoup plus que les autres et puis vous savez elle prenait un air
un peu dédaigneux, du genre bon c'est n'importe quoi, t'as pu parler, maintenant on passe à... Attendez, vous avez vu comment Ruquier a reçu Philippe Poutou, le candidat du NPA? Non, j'ai raté ça. Ben, je vous Regarde. propose vite de récupérer ça, parce qu'on était à une dose de mépris qui vous rendait sympathique, et Dieu sait que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, le candidat de l'extrême gauche, je vous le dis. D'un coup, vous allez vous le trouver sympathique. Je vais même vous dire que comme j'ai vu cette vidéo, pas en direct, mais sur Internet, je me suis fait un plaisir le lendemain de cette vision de recevoir Philippe Poutou à Sud Radio, parce que, juste pour lui dire qu'on pouvait le recevoir en parlant dignement. Vous avez compris, on peut combattre les gens sans faire remarquer comment Philippe Poutou, vous n'avez pas le bac. Enfin, vous imaginez la dose de mépris que ça sous-entend? Oui, oui, tout à fait. Ben, on a l'impression que parfois les journalistes sont un petit peu serviles avec ceux qui sont puissants et Ils qui sont vont... serviles avec les puissants et courageux avec les faibles. Moi, Voilà. vous savez, qu'on reçoive durement Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, mais je trouve ça normal quand on est journaliste. Ce que j'attends des journalistes, c'est qu'ils aient exactement la même attitude avec ceux qui ont le manche, c'est-à-dire ou la gauche traditionnelle ou la droite traditionnelle. Mais là, c'est plus du tout la même façon de faire les interviews. Oui, oui, c'est assez criant. Juste pour reconfirmer, donc François Asselineau, est-ce que vous pensez l'inviter par exemple à iTélévision éventuellement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, ça m'a intéressé ce qu'il a dit. Que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est très secondaire. Bien sûr, moi, je déteste l'idée qu'on puisse exclure du débat démocratique un certain nombre de gens. Il n'y a pas de prise de position qui ne sont pas accueillies dans les émissions où je suis. Jamais. Je n'ai jamais dit, je me suis jamais dit, mais de droite à l'extrême gauche, jamais je me suis dit, telle personne, je ne le recevrai pas pour telle ou telle raison. Je reçois les gens, et en l'occurrence lui, je le recevrai à nouveau avec plaisir en plus, parce que ça m'a intéressé ce qu'il a dit. Et je D'accord. pense que ça a intéressé mes auditeurs. Ouais, ouais, je pense aussi. C'est vrai que c'est un discours différent. Bon, alors, je vais mettre un tout petit peu les pieds dans le plat maintenant. Vous avez eu donc une grosse polémique à Sud Radio là il y a quelques mois, qui a démarré dans votre émission, puisqu'un un auditeur a mis en cause le lobby juif qui aurait aidé DSK. Et donc ensuite une émission dans l'après-midi qui a repris cette partie de cet auditeur pour continuer le sujet de l'émission, est-ce qu'il existe un lobby juif. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez vécu ça, vous, déjà? Est-ce que... Mais écoutez, moi je l'ai, en ce qui concerne cette journée-là, très bien vécu, puisque j'ouvre l'antenne à des gens qui ont des opinions très différentes, et de temps en temps des gens qui ont des opinions problématiques du point de vue du droit français. Donc une fois que cet auditeur a dit ça, je lui ai dit fermement que le fait que M. Strauss-Kahn soit juif, je ne voyais pas quel rapport il y avait avec les faits qui lui étaient reprochés. L'incident a été clos et ça s'est arrêté là. Mais comme j'ai régulièrement des gens où je clôt la discussion parce qu'il me semble qu'on est en dehors de ce qu'on peut dire décemment sur une antenne. Ensuite, l'après-midi, il y a un animateur de l'après-midi qui a jugé bon de revenir sur ça. Il en a rajouté dans les questions. Personnellement, comment vous dire, personnellement, je trouve qu'il a été maladroit, mais comme je suis contre toutes les lois qui limitent la liberté d'expression, je ne serai sûrement pas celui qui lui jetterait la pierre. Sûrement pas. Je pense qu'il faut faire attention, l'antisémitisme c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais interdire les points de vue, d'entendre des points de vue antisémites est une absurdité parce que ça nourrit l'antisémitisme. Il faut le combattre, c'est comme le révisionnisme, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme ou que sais-je encore. Il faut les combattre. Pour les combattre, il faut laisser s'exprimer ces points de vue-là. Je fais appel moi en gros à l'intelligence des gens. Quand j'ai un point de vue problématique de ce type-là, je le combats, mais je le fais pas taire. Vous voyez la différence? Le problème en France, c'est qu'il y a des lois qui corsettent la liberté d'expression, qui la limitent. Je l'ai dénoncé pendant des années à Représentation Terre, je continue à le dénoncer, mais il faut malheureusement que j'exerce mon métier, moi et d'autres journalistes, dans le cadre des lois françaises. Je ne peux pas m'abstraire de ces lois-là. Donc on est dans cette espèce de schizophrénie. Alors, effectivement, mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'un point de vue extérieur, c'est assez impressionnant parce que il y a cette émission qui se déroule et puis tout d'un coup il y a une grosse machine qui se met en branle. Donc, enfin, moi j'ai entendu des gens dire que si on avait voulu accréditer l'idée qu'il y avait un lobby, il n'y avait pas mieux parce qu'on voyait Prasquier partout
pour dénoncer la honte. Attendez, moi je l'ai dit 25 fois. Bien sûr qu'il y a un lobby juif comme il y a un lobby pied noir. Je suis pied noir. Vous imaginez, vous voulez que je vous dise ce que ça a été le lobby pied noir depuis qu'on est rentré d'Algérie en France en 1962. Le problème, hein, c'est que le mot lobby, il est connoté en France et il faut faire attention quand vous l'utilisez. Il renvoie à une période où le fait d'être juif vous conduisait dans un camp de concentration, et moi, c'est des périodes que je combats, des attitudes que je combats. Donc, à la fois, aux États-Unis, vous pouvez parler d'un lobby sans aucun problème, mais aux États-Unis, il n'y a pas eu la Deuxième Guerre mondiale dans la même condition qu'en France. Il y a pas, les États-Unis n'ont jamais été occupés par les nazis, et les Juifs américains n'étaient pas menacés de se retrouver dans des camps d'extermination en Allemagne. Et donc, ils ne sont pas dans la même attitude. Moi, le mot ne me pose pas de problème, mais en même temps, je dis attention à son utilisation, parce que pour un certain nombre de gens qui l'utilisent, oui, ils sont des antisémites. Alors justement, c'est un problème, c'est-à-dire que d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait mieux parler de lobby pro-israélien, parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Parce que finalement, est-ce que les Juifs bénéficient de l'attitude du CRIF, par exemple? Moi, je suis très loin d'en être sûr. Hein. Non, mais le CRIF, c'est un lobby pro-israélien, lui tout seul, je vous le dis. Voilà, clairement, c'est le lobby pro-israélien en France qui dépend sans doute beaucoup de l'Anti-Defamation League aux États-Unis, mais c'est assez phénoménal. Par exemple, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de France 2 qui s'appelait Un œil sur la planète, qui parlait justement du lobby pro-israélien aux États-Unis. Apparemment, même montrer ça, puisque ça montrait des lobbyistes, même montrer ça, finalement, ça passe pas en France. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai pas vu ce documentaire, donc je peux pas vous en parler. Pour finir, le patron de France Télévisions a été convoqué à l'ambassade d'Israël et au CRIF pour s'expliquer sur ce documentaire. Mais oui, mais attendez, là on est sur une question où une partie de la communauté juive prend des positions qui sont d'un communautarisme insupportable et qui se pense comme une espèce de relais de la politique israélienne ici qui est insupportable. Quand lors des dîners du CRIF, je ne conteste pas le fait évidemment que le CRIF fasse les dîners qu'ils veulent, qu'on parle des problèmes de l'antisémitisme en France et tout, c'est le rôle du CRIF et ils ont raison de le faire parce que c'est un vrai problème aussi. Mais en même temps, quand je les entends, quand j'entends le président du CRIF défendre comme il le défend la position d'Israël, je me dis attendez, là on a quitté le terrain des problèmes français et c'est un problème parce qu'on invite ce jour-là le Premier ministre quand c'est pas le chef de l'État et la moitié du gouvernement français. C'est indécent. Et quand j'entends Monsieur Prasquier s'inquiéter de la présence, du fait que, selon lui, un certain nombre de gens qui ne pourront pas se représenter à Paris ou dans la région parisienne en raison des accords électoraux, PS ou ailleurs, sont des juifs, et il dit tiens, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose? Mais c'est absolument invraisemblable. Moi, quand je vote pour un élu, je me demande pas s'il est juif ou pas juif. Je comprends même pas qu'on puisse se poser cette question, et lui, manifestement, il se la pose. Et après, il s'étonnera qu'un certain nombre de gens aient des positions communautaristes. Mais c'est pas possible, ça. Et non, pas justement d'ailleurs, je change de sujet, mais vous vous êtes retrouvé face à Monsieur Prasquier, et dans le cadre d'un débat sur le 11 septembre, vous avez expliqué que 58% de gens ne croient pas au 11 septembre. Et alors c'est pas sur ça que je vous interrogeais, mais vous avez ajouté donc ils croient que c'est soit un inside job, soit Israël, etc. Et vous avez décrit ça comme étant des monstruosités, et je ne sais plus quel autre terme vous avez, des conneries. Mais parce que c'est exactement ça, si vous voulez que je vous dise. Mais est-ce que vraiment, enfin je sais pas, ça fait quand même 10 ans qu'il y a énormément de production là-dessus. Est-ce que vous déjà vous êtes penché sur ce sujet? Tout simplement. Écoutez, oui, je me suis pensé sur ce sujet, et ce que dit Thierry Messant et d'autres là-dessus sont des absurdités, des conneries. Absolument. Voilà, je recommence. Par exemple, non, mais vous avez le droit, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que je pense. Ça m'empêche pas de recevoir Thierry Messant, la preuve. Mais ça m'empêche pas de lui dire qu'il dit des conneries. Bien sûr. Et qu'en plus, il y a une espèce d'obsession chez Thierry Messant sur ce thème-là qui me semble sidérante, bien sûr. Mais en même temps, il faut l'entendre. Il faut l'entendre et combattre ses points de vue.
Mais par Moi, j'ai exemple, des opinions, je m'en cache pas. Je suis pas comme non, ça un passeur de plats qui dirait on va entendre tout le monde et finalement je renvoie dos à dos les uns les autres. Non, je renvoie pas dos à dos. J'ai des opinions et je les dis clairement, que ce soit à la radio ou à la télé. Mais en même temps, j'invite systématiquement des gens qui ont des opinions radicalement différentes des miennes. non, ce serait dommage que vous défendiez autant la liberté d'expression et que vous ne l'utilisiez pas vous-même. Ah Donc, oui, non, non, mais en plus, je n'ai jamais dit que, comme je crois pas à cette espèce de neutralité journalistique qu'on me vante tous les jours, parce que tous les jours, je vois les médias, j'écoute les médias, je regarde les médias, et je m'aperçois à quel point ils sont pas neutres, même si sous prétexte, vous disiez sur la Libye tout à l'heure, sous prétexte de faire de l'information objective, ils vous fourguent de temps en temps de l'information frelatée. Non, non, j'ai des opinions, et je le dis franchement. mais je sais pas, sur le 11 septembre, par exemple, le fait qu'il y ait eu que les deux compagnies aériennes aient subi d'énormes transactions boursières la veille du 11 septembre, les Mais deux... c'est de la paranoïa aiguë, c'est le complot. Écoutez, je voudrais Non, pas qu'on en discute là 2 heures, mais enfin, je suis pas là. je veux dire, on se nourrit d'informations parcellaires, folles furieuses et tout. Qu'il y ait eu un problème, qu'il y ait eu que les autorités américaines aient pas diffusé comme ils auraient dû le diffuser le maximum d'informations dans le temps le plus court, oui, mais aller croire un instant que c'est un complot sioniste, honnêtement, il faut être tombé sur la tête. Bah, non, mais il y a plusieurs versions, c'est pas forcément Israël d'ailleurs, ça peut être aussi... Ouais, c'est ça, Oui, les Américains qui tuent 3000 de leurs ressortissants pour je sais pas quoi, pour intervenir en Afghanistan, enfin. C'est oui, du délire. alors, alors là, pour le coup, puisque vous avez beaucoup lutté pour la liberté de la presse à Cuba, est-ce que l'opération Northwood, par exemple, est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est? Non, qu'est-ce de quoi vous parlez? L'opération Northwood, c'est un projet qui a été déclassifié, je crois, au début des années 2000, qui prévoyait de commettre des attentats aux États-Unis sous couleur, enfin, en faisant croire que c'était les Cubains pour justifier une invasion de Cuba. Sous quelle Non, j'en sais rien, mais les Américains sur le dossier cubain ont fait tellement d'absurdités, ils ont tellement tenté de tuer Castro et tout. Je sais pas, je connais pas, mais Non, mais ce que je je veux dire, n'exclus rien. Mais en fait, ça ne rend pas le régime cubain sympathique. non, mais c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire quand même que pour les services secrets américains, tuer leur propre population, c'est quand même envisageable, à condition que ça serve quelque chose. Écoutez, j'en sais rien, je suis sceptique. Je sais pas, je vais pas vous parler de quelque chose que je connais pas. D'accord, j'accepte la réponse. Bah écoutez, on va arriver vers la fin, donc je prends le dernier sujet le plus brûlant pour la fin. Vous avez défendu, parce que moi c'est comme ça que je vous ai connu la première fois, vers les années 2000, sans doute chez Ardisson, face à, comment s'appelle-t-il, Maître Klarsfeld, Oui. qui vous avait balancé un verre d'eau dans la Hmm. figure. J'ai ce souvenir, oui. Oui, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, puisque vous défendiez notamment, mais pas que, vous défendiez la liberté d'expression en général pour tout le monde, mais aussi sur le sujet révisionniste. Je suppose Hmm. que c'est là-dessus que M. Carcel, c'était le Supposez plus... bien. Oui, je pense que j'ai pas trop de mérite. Euh, donc, pourquoi est-ce que vous défendez en fait la liberté d'expression des révisionnistes, tout simplement? Parce que je pense qu'ils disent des absurdités et qu'on combat ces absurdités à visage découvert, tout simplement. Depuis qu'on a interdit en France l'expression des thèses révisionnistes, il n'y a jamais eu autant de révisionnistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais vous le savez bien, c'est à propos des théories du complot et tout ça, il suffit d'interdire quelque chose pour que tout un tas de gens se disent «Ah, si c'est interdit, ça doit être vrai». Ça peut être interdit et faux, en l'occurrence, pour les révisionnistes. C'est monstrueux par rapport aux victimes. Mais moi, j'ai envie de combattre le révisionnisme sur le terrain normal du débat d'idées. C'est un point de vue que je trouve erroné, faux, mais je ne veux pas interdire à un certain nombre de gens de défendre des idées folles furieuses. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est moralement condamnable et c'est pratiquement inefficace, si c'est pour ne pas dire contre-productif. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que comme je suis un des rares dans la presse, disons classique, ou dans les journalistes classiques à défendre cette position, ça me vaut que des emmerdements, que des emmerdements. Mais je continue à dire, c'est une mauvaise loi. Les lois mémorielles, c'est pas à nos élus de dire ce qui s'est passé dans l'histoire, mais je suis contre la loi
sur interdisant l'expression du révisionnisme, la loi Guesso, mais je suis contre la loi qui, elle est pas passée devant le Sénat, qui interdirait de remettre en cause le génocide arménien en Turquie, même si le génocide en l'occurrence il a eu lieu. Je suis contre les lois qui tranchent les débats historiques. Je suis contre ça parce que je pense que c'est contraire au minimum de bon sens. Et comme plein d'historiens, vous savez, il y a plein d'historiens qui sont contre ça. Mais aujourd'hui, dire ça nous fait passer pour un révisionniste. C'est quand même fou rire. Vous défendez la possibilité pour des gens de s'exprimer. Du coup, les gens pensent que vous êtes d'accord avec les gens à qui vous dites, il faut leur donner la parole. Enfin, c'est un raisonnement absolument invraisemblable. Oui, c'est parce que en général, mais comme vous en aviez parlé notamment sur le site de Jean Robin, en général, les gens qui défendent la liberté d'expression sur une cause, c'est parce qu'eux-mêmes embrassent cette cause. Mais attendez, quand il y a eu cette pétition dénonçant la loi Guesso et protestant contre l'emprisonnement d'un garçon dont j'ai oublié le nom, qui a été condamné à 1 an de prison là en France pour des propos révisionnistes, il y avait que des gens qui sont proches des révisionnistes ou de l'extrême droite qui l'ont signé en dehors de Dominique Jamais et de moi. Tous les autres étaient des gens qui prennent position sur cette question-là parce qu'ils sont de ce bord-là. Mais moi, je serais capable de la même façon de signer une pétition si demain on mettait en cause ou on menaçait l'humanité ou que sais-je encore. Je parle de le journal L'Humanité. J'ai pas de haut le cœur sélectif. Je suis pas comment vous dire schizophrénique dans ma tête. Je défends la liberté d'expression pour tout le monde, des révisionnistes au pire marxistes-léninistes. ou à Zemmour. Donc, ouais, non, mais je suis d'accord avec ça, mais comment vous dire? Alors, je me permets, hein, Vous permettez ce que vous voulez. C'est, enfin, c'est pas un reproche d'ailleurs, mais sur la méthode, c'est-à-dire que, effectivement, pour le 11 septembre, pour les révisionnistes, à chaque fois, pour Vincent Renoir, par exemple, qui est l'homme qui avait été en prison dont vous avez parlé tout à l'heure, vous dites à chaque fois, c'est des nazis, c'est des monstres et tout, mais il faut défendre la liberté. Moi, ce que je me dis, j'essaie de prendre le point de vue de la personne moyenne, quoi. Je me dis, bah, si c'est des monstres, si c'est des nazis, s'ils disent n'importe quoi, bah, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'ils puissent s'exprimer? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas finalement contre-productif de dire ça, sachant que justement, ils n'auront pas quand même de droit de réponse, ne serait-ce que pour essayer de montrer. Ben, ils ont tous les droits de réponse qu'ils veulent puisque je les invite dans mes émissions. Simplement, je leur dis face à eux. Thierry Messant, c'est pas à vous que je dis qu'il dit des conneries. Je lui ai dit quand je l'ai reçu. Mais en même temps, je le recevais. Mais pour les révisionnistes, là, non. Ben, les révisionnistes, je peux pas, cher monsieur. Je peux pas parce que la loi m'interdit de le faire. Si, vous pourriez les recevoir à condition qu'ils ne parlent pas de leur thèse révisionniste. Oui, ben alors, attendez, alors c'est pas besoin de les recevoir. Moi, j'ai reçu je m'occupe d'une revue qui s'appelle Média. On a reçu Conque, vous savez, on a interviewé Conque, le dessinateur, l'ancien dessinateur vedette du Monde, du journal Le Monde dans les années 70. Il est révisionniste. Évidemment que ça a posé un problème dans l'interview. Parce que j'ai pas envie d'être condamné pour ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. Non, et en même temps, dites-moi qui, dans la presse écrite, a jamais reçu Conque depuis 30 ans en dehors de nous? Non, mais tout à fait. Et voilà. Non, mais je fais attention parce qu'il y a une loi qui m'empêche de le faire comme je voudrais le faire. Non, mais et la loi, elle est là. Je suis d'accord avec ça, mais... Je la combats, la loi, je la combats pas d'aujourd'hui. Je l'ai combattue tout le temps, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant 20 ans. Alors, ça date pas d'aujourd'hui. Mais je suis bien obligé de prendre acte, il y a cette loi qui m'empêche de faire un certain nombre de choses. Et donc, et en plus, je suis pas d'accord une fois de plus avec ce que dit Conque. Mais j'avais envie d'entendre, d'essayer de comprendre comment il en était arrivé à prendre ces positions-là. Et en l'occurrence, cette interview, elle dit des choses sur lui que je pense qui devraient intéresser tout le monde. Je dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons publié, mais je dis ça parce que c'est intéressant de l'entendre. Mais par exemple, comment dire, j'ai l'impression que justement cette image de fou furieux, etc., c'est quelque chose qui est très classique. Et finalement, montrer les personnes, même sans qu'ils tiennent les gens, finalement, je veux dire, on voit souvent qu'ils sont pas tellement fou furieux. Alors peut-être dans leurs propos, mais... si c'est pour recevoir un révisionniste et lui dire, mais vous parlez pas de ça, honnêtement, je comprends ce que vous voulez dire. Mais par exemple, est-ce que vous avez entendu dire, parce qu'il y a quand même un film là qui est sorti récemment, qui a énormément circulé sur Internet, c'est assez stupéfait,
qui est le film Un homme de Paul-Éric Blanc-Rue, avec donc, Bien sûr, il me l'a envoyé, figurez-vous. Bien sûr, je l'ai même vu. alors Paul-Éric Blanc-Rue, lui, il a une thèse. Il avait invité Vincent Renoir et il avait dit, quand on défend la liberté d'expression des révisionnistes, on les laisse s'exprimer. En Oui, fait. mais lui, il fait pas que les laisser s'exprimer, il est sur les mêmes positions. C'est Ah pas mais une interview non, qu'il fait, je l'ai regardé. C'est pas une interview qu'il fait, il lui passe les plats. Ce que je ne non, ferai jamais. tout à fait, tout à fait. Donc Mais là, on n'est plus dans de l'information, on est dans de la propagande. Il a le droit de penser ça. Attendez, je lui laisse penser ça. Je pense que c'est des absurdités, et en l'occurrence pour le révisionnisme, des monstruosités de dire ça. Mais en même temps, il a le droit de le dire. Mais là, il fait pas un travail de journaliste. Moi, je fais un travail de journaliste. Si je recevais au Forisson, je vous garantis que je le recevrais pas comme ça. et si, est-ce que par exemple vous, alors en théorie, hein, c'est pas une invitation formelle, mais est-ce que vous accepteriez par exemple un débat avec Forisson, Jean Bricmont et Blanc-Rue sur notre antenne, à condition Non, justement que les thèses révisionnistes ne soient pas non, dans, que ce non, soit, ah, non. attends, je finis, que ce soit un débat sur les limites de la liberté Mais d'expression. non, je le ferai pas. Aujourd'hui, débattre avec Monsieur Forisson, c'est un suicide professionnel pour moi. Et je Bien, n'ai pas envie de finir à Radio Courtoisie, même si j'ai de la sympathie et que j'y vais avec un certain nombre de gens. je Simplement, comprends. j'ai la ferme intention de continuer à faire de l'information et mon métier dans des vrais médias, entre guillemets, c'est-à-dire des médias qui pèsent sur l'opinion publique. Parce que j'ai la naïveté de penser que j'ai envie de développer des idées et de faire entendre un certain nombre de choses. Donc non, je ne débattrai pas avec Monsieur Forisson aujourd'hui. Il est venu me voir, Monsieur Forisson, à Reporters Frontières, une année. Je lui ai dit d'abord, il faut pas, c'était il y a des années et des années, il faut pas, croire parce que je suis contre la loi Guesso que je vous soutiens. Deux, non, je ne débat pas avec Monsieur Forisson. Et bon, nous, on ne touche pas non plus hein, à ces sujets parce qu'effectivement, il y a la loi, hein, donc je comprends très bien ce que vous dites. Mais si on organisait nous Non, et puis un, attendez, il dit des choses qui sont problématiques et qui sont pas que problématiques, qui sont condamnables. Mais ça, il faudrait que je puisse le lire. Mais je le ferai pas, je le ferai pas. mais là, je parlais d'un débat sur les limites de la liberté Non, non, d'expression. mais enfin, vous me rigolez. Aujourd'hui, je vais pas faire un débat avec Forisson sur la liberté d'expression. Non, 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 mais non. c'est pas ma question. Là, je vous exclus. Je parle. Si nous, on a invité Forisson, Bricmont et Blanc-Rue, est-ce que vous condamneriez qu'un tel débat se tienne sur Oh notre antenne? non, je condamne aucun débat. Vous rigolez. Comme si j'allais condamner un débat. Jamais, non. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Ok. Et bah écoutez, non, juste, vous pensez pas quand même que c'est un problème qu'ils puissent pas justement avoir un droit de réponse, c'est-à-dire que on peut dire, bah, comme vous avez dit, par exemple, une secte monomaniaque de 10 personnes, mais ils n'ont pas le droit de répondre. Donc, Ah oui, mais ça, c'est la loi. Il faut changer la loi. Et chaque fois que je demande aux élus, est-ce que vous allez changer la loi? D'après vous, qu'est-ce qu'ils répondent? Et je voilà. pense, je pense qu'ils doivent répondre, pas forcément qu'ils sont contre d'ailleurs, mais que. Non, oui, 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 mais ils le feront pas. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Ni la droite, ni la gauche. Ben écoutez, Robert Ménard, je vous remercie Je infiniment. vous en prie. Bonne soirée.